Bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire organisé par Forcomed. Comme nous sommes nombreux, je vais très rapidement vous faire un petit déroulé des petites règles que l'on souhaite mettre en œuvre pour ce webinaire. Donc, le premier, c'est très simple. S'il vous plaît, gardez votre micro coupé pendant l'exposé de votre confrère. Donc, pour couper votre micro ou pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous avez l'icône qui est en bas à gauche. Au fil de l'exposé, s'il vous plaît, posez vos questions par écrit en utilisant l'outil Converser qui se trouve ici. Ensuite, une fois que ce sera terminé, une fois que l'exposé sera terminé, vous pourrez le revoir en replay. Alors pour ça, rendez-vous sur le site web de Forcomed. Vous utilisez la fonction recherche, vous tapez le mot-clé webinaire et vous trouverez très facilement la présentation d'aujourd'hui. On va prendre encore une petite demi-minute en attendant les autres et on va démarrer. Voilà, là vous êtes une petite trentaine. Christian, je vais te passer la parole. D'accord. Bon. C'est bon, tu peux y aller, Christian. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Le groupe va s'étoffer au fur et à mesure. Très bien. Bon. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue au nom de Forcomed. Donc, Christian Fortel, je suis radiologue libéral, j'exerce à Meaux et je suis responsable de formation à Forcomed. Donc, comme vous pouvez le constater, Forcomed, même pendant cette période un peu difficile, continue à vous proposer des formations. Celle-ci nous semblait particulièrement importante et d'actualité, puisque notre confrère Fabien, qui va se présenter, qui va vous faire cet exposé, s'est attaché à vous faire part de son expérience dans son groupe sur les modalités pratiques qu'il a mis en œuvre pour assurer l'hygiène qui va être un élément très important, essentiel même, à la fois dans cette période actuelle de confinement, mais également dans les semaines et certainement les mois à venir, puisque nous allons devoir assurer la sécurité de nos personnels, la sécurité également des patients, de façon à ce qu'on puisse reprendre progressivement une activité qui assure le suivi des patients en ville, parce que comme on le dit beaucoup, il faut aussi qu'on assure une continuité des soins pour éviter les pertes de chance également pour les patients qui sont suivis pour des pathologies autres que celles liées au Covid. Donc vous verrez, Fabien vous présentera, il vous le dira en introduction, ce qui constitue finalement une expérience personnelle. Il a fait vraiment quelque chose d'assez large, vous verrez, mais qui sera également sujet à une discussion. Vous pourrez avoir des échanges avec lui. Éventuellement, les pratiques peuvent être des fois un petit peu variées selon les différentes structures. Et vous verrez que l'intérêt, à la fois pour ceux qui n'ont pas encore ouvert de centre, c'est d'avoir un retour d'expérience. Et puis pour ceux qui ont déjà eu cette expérience-là, de pouvoir échanger. Il y aura un temps à la fin pour pouvoir se donner peut-être certains petits trucs, etc., mis en œuvre, qui compléteront un petit peu cette formation. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Fabien pour une petite demi-heure de présentation. Voilà. Fabien, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Lemoine, je suis radiologue au sein du groupe IMAO dans les Hauts-de-France et je vais vous rapporter comment on a donc essayé au sein de notre structure de nous adapter au plus vite et comment nous avons essayé de faire au mieux face à l'épidémie exceptionnelle que connaît actuellement le monde et qui a donc forcément largement bouleversé aussi notre secteur. Alors, comme on le disait, il s'agit d'un simple retour d'expérience. Loin de nous l'idée de s'ériger en exemple de la gestion de cette crise. Il s'agit juste d'exposer ce qu'on a fait. On aurait peut-être pu faire mieux ou différemment. Vous avez peut-être fait mieux que nous, ou aussi bien, mais différemment. On pourra échanger nos points de vue à la fin de cette présentation. Alors, donc, dans un premier temps, très rapidement, notre groupe et sa structuration interne, puisque cela peut jouer
sur la façon dont chacun peut être confronté différemment à cette crise. Ensuite, on reviendra brièvement sur l'épidémie, son évolution et les conséquences rapides et immédiates qu'elle a engendrées sur nos pratiques. Enfin, nous aborderons les différentes modalités de prise en charge et les mesures que nous avons adoptées au sein d'IMAO pour faire face au mieux. Alors, on tient à préciser qu'il s'agit bien sûr des recommandations au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, même si cela est moins le cas dorénavant, qu'elles ont rapidement évolué, surtout au début de la crise. Et donc, si nécessaire, elles seront mises à jour au fil de l'eau sur la présentation qui sera disponible sur le site de Fort Comed. La présentation a été aussi validée par l'équipe hygiène du CHU de Nantes pour présenter quelque chose de plus sécurisé possible. Et on les en remercie au passage. Donc, tout d'abord, une rapide présentation de notre groupe IMAO pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle et remettre l'ensemble en perspective. Donc, IMAO est un groupe initialement développé dans le Pas-de-Calais à partir d'Arras avec des cabinets dans des villes de plus petite taille. On a au total 5 cabinets de ville et 2 cabinets dans des cliniques. Plus récemment, le groupe se développe un peu plus au sud dans la Somme avec notamment 3 structures ouvertes en 2019 dans la Somme. On a 11 radiologues et 3 radiologues collaborateurs et au total 44 salariés. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que par rapport au sujet du jour, on a eu à la fois des cabinets dans des petites villes qui sont presque des services de proximité quelque part, des cabinets dans des villes plus importantes comme Arras ou Amiens, des cabinets dans des cliniques et des sites d'imagerie en coupe. Certains de nos cabinets sont conventionnés avec des centres hospitaliers et des EHPAD pour lesquels ces cabinets assurent la continuité des soins. Donc cela a eu son importance, parce qu'on a pu se retrouver aussi bien face à des malades hospitalisés dans des unités Covid, y compris en soins intensifs dans les cliniques. On a pu avoir des suspicions de Covid envoyées par des médecins traitants, parfois un peu plus isolés dans les plus petits cabinets de ville, ou des demandes spécifiques en scanographie, évidemment. Donc IMAO, notre groupe, a initié une démarche qualité interne en juin 2017 qui se poursuit depuis et qui a évolué. Vous savez que la démarche qualité est obligatoire depuis cet été, l'été dernier, en juillet 2019. La cellule est constituée de 2 radiologues, 3 manipulateurs et de 2 secrétaires. Parmi les nombreux objectifs fixés, donc vous retrouverez la réalisation d'un organigramme, les procédures, la gestion des risques, des accueils, la gestion documentaire, les protocoles des différents examens réalisés, la radioprotection, les effets indésirables, les fiches patients, les enquêtes de satisfaction, la confidentialité, la labellisation et bien sûr, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'hygiène. Voici un exemple, par exemple, de visuel que la cellule qualité a sorti début 2020, en vue à la base de la classique épidémie saisonnière grippale, où nous mettions déjà en avant l'utilisation des masques à disposition des patients dans nos sites et des solutions hydroalcooliques pour promouvoir donc leur utilisation par les patients. Donc c'est vrai que si la question de l'hygiène dans les structures de radiologie est très vite passée sur le devant de la scène avec cette épidémie, elle sera forcément maintenant au premier plan et vraisemblablement pour longtemps. Et c'est vrai que de notre côté, on a toujours eu pour habitude de mettre par exemple à disposition dans toutes les salles de radio, dans les salles d'écho, dans les labos d'interprétation, de nombreux flacons de solutions hydroalcooliques. Et c'est vrai qu'on avait toujours eu une large et abondante utilisation de celles-ci avec friction systématique avant et après chaque examen, que ce soit pour les radiologues ou pour les manipulateurs. Donc, rapidement, quelques rappels chronologiques sur l'épidémie actuelle et avec son arrivée surtout en France. Le premier cas donc en Chine en novembre, les 3 premiers cas en Europe en janvier, le premier décès pas loin de chez nous, dans le sud de l'Oise, le 26 février, et puis finalement, tout bascule assez vite le week-end du 14 et du 16 mars avec l'annonce le 16 mars par le président de la République du confinement dès le lendemain midi, qui a quand même largement bouleversé notre activité quotidienne. Alors que faire à ce moment-là? C'est vrai que c'est sujet à débat. Nous, finalement, on a débattu, on s'est rapidement décidé pour maintenir nos sites ouverts avec une activité médicale certes réduite, mais évidemment adaptée au contexte exceptionnel, mais par contre sans aucune compromission à la fois sur les conditions d'accueil en toute sécurité, à la fois donc pour nos patients et pour notre personnel. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce choix-là? Déjà, la conviction que ça allait durer. Donc, ça ne durait pas seulement les 2 semaines initialement annoncées.
et puis surtout la nécessité de continuer à être présent pour les patients, à jouer notre rôle dans le système de santé, que ce soit pour les patients Covid ou non Covid, à être en première ligne, à éviter les pertes de chance en cas de pathologie grave, à faire le tri nécessaire, c'est-à-dire ne pas engorger les services des urgences s'il n'y avait pas besoin, et parfois même au contraire, à encourager les gens à aller aux urgences, parce que certains ne voulaient plus y aller par peur de l'épidémie. Et on a été assez vite conforté dans cette décision. On a aussi certains de nos sites qui devaient, comme je le disais en préambule, assurer la continuité des soins pour des hôpitaux partenaires et des EHPAD. Enfin, c'est vrai que dans la Somme et dans le Pas-de-Calais, on a peut-être été un peu moins confrontés brutalement que dans certaines autres régions à l'arrivée de l'épidémie, notamment en Île-de-France ou dans le Grand Est. Vis-à-vis des patients, il a fallu les rassurer et les protéger. Donc les patients se sont rendus compte que, alors évidemment pas du jour au lendemain, pas du lundi au mardi, mais que sur quelques jours, on s'était adapté assez rapidement sur les conditions d'accueil, de sécurité et d'hygiène. On a reçu beaucoup de remerciements et d'encouragements d'être présents au quotidien. Par rapport au contrôle, c'était une question qui nous a souvent été posée par les patients. On a délivré des attestations de rendez-vous pour les éventuels contrôles de déplacement, avec des patients qui ne savaient pas s'ils pouvaient encore venir honorer leur rendez-vous, même si leur rendez-vous se justifiait. On a mis à disposition sur notre site internet et sur nos sites physiques les attestations dérogatoires de déplacement. Celles-ci étaient, si nécessaire, tamponnées par les secrétaires avec le jour et l'heure de rendez-vous. Il faut aussi savoir que parfois dans nos campagnes, on a aussi des personnes un peu âgées qui n'ont pas forcément d'ordinateur, qui n'ont pas forcément d'imprimante, qui n'ont pas forcément de smartphone. Pour les plus jeunes, bien sûr, par contre, on a diffusé des messages réguliers, que ce soit sur le site internet du groupe et sur les réseaux sociaux du groupe. Vis-à-vis de nos collaborateurs, il a fallu aussi les rassurer, les protéger et les responsabiliser. Alors très vite, les secrétaires ont reçu un cahier des charges très précis des examens que nous continuons à réaliser en cas de traumatisme, en cas d'urgence, en cas de douleur aiguë abdominale ou pelvienne ou testiculaire, en cas d'anomalie mammaire avec les masses, les écoulements, les seins inflammatoires et chez les patients antécédents cancérologiques. Nos collaborateurs aussi ont eu besoin d'être rassurés sur le matériel de protection en quantité confortable. C'est vrai que finalement, de notre côté, on n'a jamais été trop en flux tendu, que ce soit sur les masques et les solutions hydroalcooliques. Alors peut-être qu'on partait avec un petit coup d'avance, parce qu'on avait du stock, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été trop en flux tendu. Ça a peut-être été différent aussi pour certains d'entre vous, selon les régions d'exercice. Au tout début de l'épidémie, il a fallu clarifier la chose sur les masques. On a beaucoup parlé des masques FFP2. On a été aidé en cela par les recommandations de la SF2H et du Haut Conseil de la Santé publique, puisque les masques chirurgicaux suffisent pour les gouttelettes infectieuses des patients, alors que les masques FFP2 sont plutôt réservés pour les actes plus invasifs, notamment au niveau de la sphère ORL et en cas de contact étroit et prolongé. L'épisode a aussi eu le mérite de rappeler l'importance de notre rôle dans le système de soins, de sensibiliser parfois notre personnel, aussi de leur rappeler que chacun jouait un rôle et que chacun est un professionnel de santé. On a évidemment demandé à notre personnel de nous prévenir en cas de symptômes compatibles avec l'infection. On s'est rapidement organisé pour, si nécessaire, bénéficier d'un test diagnostic avec des laboratoires proches. C'est vrai qu'on n'a pas été confronté au cas finalement, mais en tout cas, si la situation s'était produite, on aurait été en mesure de réagir. Enfin, pour les secrétaires, essentiellement, on a mis en place du télétravail pour la frappe de compte-rendu et la prise de rendez-vous des secrétaires depuis leur propre domicile. Alors, pour les mesures qu'on a prises, c'est des simples mesures de bon sens. Je pense que vous avez tous fait pareil. On a tous vu tourner à droite à gauche sur les réseaux sociaux des mesures de bon sens. Donc, pêle-mêle, la mise en place de solutions hydroalcooliques à l'accueil et en salle d'attente, dans toutes les salles d'examen, les cabines. On demande systématiquement aux patients de désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique avant les modalités d'accueil au secrétariat. On interdit dans la mesure du possible les accompagnants à l'intérieur des cabinets.
À l'accueil, on a mis en place des mesures de distanciation physique avec un marquage au sol de plus de 1 mètre. On a réduit les capacités de 2/3 en salle d'attente, où on a également mis en place des mesures de distanciation avec éloignement des sièges. Dans les secrétariats, on a mis en place des vitres en plexiglas. À l'accueil de tous les sites, on demandait aux patients de ne pas attendre les résultats sur le site en imprimant rapidement les clichés avec mise à disposition des comptes rendus sur le site internet du groupe au plus vite. Enfin, des affiches explicatives multiples sur les conditions d'accueil, sur les conseils, que ce soit en salle d'attente ou dans les cabines d'examen. Si vos locaux sont adaptés, il peut être aussi envisagé de faire un flux entrant et un flux sortant pour éviter que les patients entrants et sortants se croisent dans la mesure du possible. Alors finalement, une sorte de cellule de crise, une task force interne s'est mise en place naturellement, avec au début notamment une adaptation régulière, quotidienne, voire pluriquotidienne, aux recommandations des sociétés savantes, avec des mises à jour importantes. On a tenu entre nous des visioconférences hebdomadaires pour discuter de toutes choses, que ce soit au niveau de l'activité, l'hygiène, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. On a désigné un médecin radiologue référent par site. En fait, c'est une espèce d'interlocuteur pour le personnel du site, pour répondre à toutes les questions, pour trier les demandes d'examen, pour répondre aux questions des secrétaires, pour répondre parfois aux questions des médecins correspondants. Évidemment, on informait de façon régulière, par toute forme possible, le personnel. Chaque jour, on mettait à jour les stocks, que ce soit de masques et de solutions hydroalcooliques pour gérer un petit peu les choses en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'un site pouvait éventuellement dépanner un autre qui était un petit peu plus dans le besoin. Évidemment, on a tout fait pour récupérer les 18 masques hebdomadaires auxquels on avait le droit, et aussi profiter de dons exceptionnels, que ce soit de la part d'entreprises, de dons aux URPS ou de dons aux cliniques. Vous savez que depuis cette semaine, depuis ce lundi, les manipulateurs ont le droit à leurs 18 masques hebdomadaires sur une décision de la DGS. Donc je pense qu'il faut aussi encourager, c'est vrai que c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ils n'avaient injustement pas le droit aux masques jusqu'à présent. Et je pense qu'il faut aussi les encourager à aller chercher chaque semaine leurs 18 masques en pharmacie. Il y a aussi une entreprise qui nous a contactés pour nous donner des visières. Et enfin, on a sollicité Decathlon pour récupérer les fameux masques de plongée Decathlon qui ont un peu fait parler. Alors bon, ça peut prêter à sourire, mais on ne sait jamais, on n'insulte pas l'avenir. En cas de deuxième vague ou de résurgence d'une épidémie, que ce soit celle-là ou une autre, on aura tout ça à portée de main. Alors, il a fallu aussi assez vite informer les correspondants prescripteurs, surtout en ville, des recommandations et des évolutions rapides de la prise en charge radiologique des patients suspectés ou avérés Covid. Donc, la radiographie thoracique, évidemment, n'a aucun intérêt pour la prise en charge diagnostique. Si un examen doit être réalisé, il faut substituer la radiographie thoracique par un scanner. De notre côté, on a poursuivi les radiographies thoraciques d'indication plus conventionnelle. Les suspicions de pneumothorax, les bilans cancérologiques, les patients sous immunosuppresseurs, les patients envoyés par des pneumologues. Ça semblait délicat d'arrêter ce type d'examen ou de proposer un scanner, ne serait-ce que pour des raisons d'irradiation. Le scanner thoracique n'est évidemment pas systématique, il doit être réalisé uniquement en cas de signes de gravité, que ce soit initiaux ou d'aggravation secondaire, ou chez des patients qui présentent des facteurs de comorbidité. Idéalement, le scanner relève d'une prise en charge spécifique dans une unité adaptée Covid. Le scanner peut aussi être négatif les 3 premiers jours. Il n'y a donc pas de place pour le scanner dans une stratégie de dépistage chez des patients asymptomatiques ou sans signe de gravité. Alors en pratique, c'est vrai qu'on se retrouve quand même confronté à une augmentation des demandes de scanner, parce que l'examen est rapide, l'examen est quand même assez performant, il est rapide d'exécution, il est rapide d'interprétation, contrairement au diagnostic par PCR qui est parfois plus compliqué à obtenir.
Ça a aussi largement réduit les temps d'attente et l'engorgement des services des urgences et possède en plus une valeur pronostique potentielle en fonction du pourcentage de parenchyme touchés. On recommande d'utiliser évidemment les comptes rendus types et standardisés fournis par la SFR. On conseille aussi d'utiliser le scanner thoracique pour le coup en dépistage chez les patients qui vont subir une intervention chirurgicale urgente pour rechercher pour le coup une infection Covid asymptomatique, parce que c'est vrai que ça peut engendrer des précautions d'hygiène plus importantes dans la prise en charge. L'échographie abdominale n'est pas systématique, elle doit être réalisée à son strict minimum. Si le patient doit bénéficier d'un scanner pour une infection Covid, une extension abdominale doit être privilégiée à l'échographie. L'infection Covid est à l'origine d'anomalies du bilan biologique hépatique dans 15 à 50% des cas et d'une insuffisance rénale qui ne doivent pas conduire à la réalisation systématique d'une échographie, sauf évidemment en pédiatrie pour des raisons d'irradiation. Dans le même esprit, il nous est arrivé d'avoir des anomalies Covid sur les coupes thoraciques basses d'un scanner abdominal et pelvien. Il est effectivement bienvenu dans ces cas-là de réaliser un complément sur la totalité du thorax. Le statut Covid doit être impérativement, qu'il soit avéré ou suspecté, doit être impérativement spécifié sur la demande d'examen. Alors ça paraît facile à dire, ça paraît être du bon sens. En pratique, c'est pas si facile. Alors, pour la prise en charge dans nos structures des patients accueillant dans nos structures accueillant des patients Covid, donc on a été amené à réaliser des radiographies thoraciques au lit dans les unités de réanimation pour des patients intubés ventilés. Donc on a rapidement pris la décision de dédier un appareil mobile uniquement pour réaliser les patients Covid. Et donc on a mis en place un protocole spécifique rapidement délivré par notre cellule qualité. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un rédacteur, un vérificateur, 2 médecins radiologues qui ont validé le protocole avec 3 étapes avant d'entrer dans la chambre, à l'entrée dans la chambre et en sortant. Une fois de plus, c'est des simples mesures de bon sens, comme protéger la cassette, protéger la poire de déclenchement, nettoyer l'appareil avec un détergent virucide en fin de procédure. Mais c'est vrai que ça a le mérite de cadrer la chose et de mettre par écrit dans un groupe ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En ce qui concerne l'échographie, donc sur les recommandations de la SFR du 23 mars, donc comme on le disait tout à l'heure, il faut bien peser l'indication en direct et ne pas hésiter à substituer l'échographie. Si vous avez le luxe d'avoir un échographe portable, ça peut être utile de l'utiliser pour les patients Covid, donc pour réaliser l'examen au lit du malade. Si vous avez plusieurs salles d'échographie et une grosse activité Covid, il est aussi possible de dédier une salle d'écho aux patients suspectés ou avérés Covid. Il faut évidemment ne pas faire attendre le patient avec une heure précise de rendez-vous. Pour le patient, c'est un masque chirurgical avec une désinfection des mains par une solution hydroalcoolique à son arrivée. Pour l'opérateur, la même chose, avec une tenue de bloc, une charlotte, une surblouse, des lunettes de protection, une protection à usage unique pour la sonde, pour le clavier et pour l'écran. Et évidemment, au détour de l'examen, un bio-nettoyage des sondes, des câbles, du clavier, des porte-sondes et de la table d'examen. Donc en scanner, c'était aussi des recommandations de la SF2H saisies par la SFR début avril. Si vous avez là aussi le luxe d'avoir plusieurs machines, il est intéressant de dédier un des scanners, si vous avez une grosse activité Covid, de dédier un scanner à l'activité Covid. Si ce n'est pas le cas, il est aussi bienvenu de dédier des plages horaires pour ces patients avec 2 manipulateurs, un en salle d'examen et un à la console, avec là aussi, si c'est possible, une salle d'attente dédiée et un circuit dédié pour les patients Covid. Le manipulateur dans la salle est équipé de façon identique décrite en échographie. Après, c'est exactement la même chose, des infections fréquentes, faire réaliser par le patient lui-même à son arrivée, s'il est en état, une désinfection, un masque chirurgical pour le patient et le soignant,
une surblouse élégant à usage unique pour le bio-nettoyage. Donc le bio-nettoyage avec une désinfection des surfaces avec un produit détergent à diluer ou en spray pour les petites surfaces. Et surtout, il est quand même important de respecter les temps de contact. Donc la recommandation, c'est 5 à 10 minutes. Donc du coup, c'est vrai que ça nécessite d'espacer un petit peu plus les examens par rapport à l'habitude qu'on peut avoir. Et de bien évidemment respecter la filière linge de l'établissement. Alors l'IRM a été beaucoup moins touché puisque c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication spécifique d'examen IRM pour les patients Covid. Alors ils peuvent tout de même avoir d'autres pathologies. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. En IRM, l'activité aussi a été adaptée de la même façon, donc du coup avec une activité bien moindre. Mais les mesures d'hygiène sont identiques, que ce soit pour l'accueil, l'attente et la désinfection. En ce qui concerne la pédiatrie, donc la Société française d'imagerie pédiatrique et prénatale a aussi émis des recommandations début avril. Vous savez que 90% des formes sont a- ou paucisymptomatiques et que les formes sévères sont exceptionnelles. Évidemment, les règles de radioprotection demeurent. La Société française privilégie un scanner thoracique pour le coup d'emblée avec injection pour les formes graves ou en cas d'aggravation secondaire dans le but de ne réaliser qu'un seul examen et de rechercher des diagnostics alternatifs. Là encore, les précautions, les règles d'hygiène et de bio-nettoyage sont identiques. Alors enfin, un petit mot sur le pistage sérologique. C'est vrai que c'est largement débattu. Ça risque fort d'être, c'est un domaine d'actualité, ça risque fort d'être quand même au centre de pas mal de stratégies à venir. Nous, on a proposé ça à notre personnel il y a 15 jours. Donc c'était évidemment pas obligatoire, c'était pris en charge par la structure. À savoir qu'avec le labo a pris en charge les médecins et les manipulateurs, et on a pris en charge les secrétaires. Donc 41 personnes ont participé, le test était à 25 € pour l'anecdote, hors nomenclature pour les secrétaires, avec des résultats évidemment individuels aux salariés et des résultats confidentiels. Bon, c'est vrai que c'est une initiative qui a quand même été assez appréciée. Ça peut permettre d'adapter quand même l'attitude en cas d'infection récente et symptomatique, évidemment chez un membre, chez un de nos collaborateurs, et la possibilité aussi de réitérer l'examen si un des membres de notre personnel était séronégatif et développe à l'avenir des symptômes compatibles. Juste pour l'anecdote, par exemple, c'est vrai que sur notre site où il y a une unité de soins intensifs Covid, il y a un des manipulateurs qui s'est avéré immunisé, donc séropositif. Par exemple, pour l'avenir, en tout cas, c'est lui qui, quand il sera présent, ira réaliser les radiographies des patients Covid pour protéger ou pour ne pas surexposer, en tout cas, ses collègues séronégatifs. Donc, en conclusion, comme vous le voyez, on ne peut plus nier que l'hygiène et la prise en charge sécurisée à la fois des patients et de nos collaborateurs doit être une priorité dans nos structures de radiologie. Évidemment, cette idée va être largement renforcée par l'épisode actuel exceptionnel que nous connaissons, avec des adaptations qui seront, à n'en pas douter, conservées sur le long terme, vraisemblablement y compris au-delà de l'épidémie actuelle. Il est fort probable d'en reparler qui seront conservés. En tout cas, cet épisode démontre encore plus l'importance de se structurer solidement et d'intégrer l'ensemble dans une prise en charge plus globale de la qualité. Je vous remercie de votre attention. Merci Fabien. Merci Fabien. On va passer aux questions-réponses. On a une première question de Florence Morel. Florence Morel, vous pouvez la poser. Oui, donc je demandais en fait les masques Decathlon, mais en dessous, on a la possibilité de mettre un masque chirurgical ou pas? Alors, pour rien te cacher, on vient de les recevoir. On ne les a pas encore vraiment utilisés. Donc, on va les essayer très prochainement. Mais je pense que oui. Moi, je l'ai essayé personnellement. Je pense que oui. Après, est-ce que ça sert? Je ne suis pas certain. Ah, t'as coupé, je pense. T'as coupé ton micro. Oui.
Madame Morel, Florence, votre micro est coupé. ton micro est coupé. C'est Voilà. bon, vous m'entendez? Ça y Ouais, est. ça va. Oui, je me disais que si en fait on considérait qu'il y avait des aérosols dans l'air, le masque protège pas les voies, le masque de Décathlon ne protège pas les voies respiratoires. A priori, il y a des filtres. Il y a des D'accord. filtres qu'il faut encore adapter en plus. Ah, ok. Ils sont pas fournis par Decathlon. Alors pour D'accord. l'anecdote, Decathlon a vraiment été, c'est incroyable. En une semaine, j'ai récupéré les masques. Vous avez une adresse mail dédiée. Vous leur écrivez, ils vous répondent. 2 jours après, les masques partent et vous les recevez. Ah, d'accord. Vous avez juste un papier à signer en échange. Vous vous engagez à ne pas revendre les masques, à ne pas les utiliser à titre personnel. Decathlon se décharge. Decathlon se décharge du caractère protecteur du masque. Voilà. D'accord. Ok. Vous trouverez une adresse dédiée, je pense, sur les réseaux sociaux de Decathlon. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi je veux bien. Allez-y. Isabelle Rigaud à Lorient. Quelle utilisation avez-vous des visières? Bah, jusqu'à présent, c'était essentiellement sur les suspicions de Covid, plutôt plus sur la radiographie thoracique. Ou sur la radiographie thoracique, un petit peu borderline. Après, c'était un petit peu, je ne vous cache pas que c'était un peu laissé à l'appréciation du manipulateur. D'accord, moi j'ai des manips qui sont plutôt inquiets pour la reprise de la mammo, en fait, puisque c'est Ouais. vraiment le moment où ils sont plus proches. C'est pas Je me forcément. disais que c'est peut-être là où je pouvais leur proposer. Voilà. Oui, alors c'est peut-être pas bête. pour les visières, nous on les a utilisées, c'est selon un peu les manips et les radiologues, mais on s'en sert pas mal. Je trouve que c'est une protection supplémentaire utile. On s'en est servi en échographie et pour les mammographies pathologiques qu'on a fait, les manipulatrices s'en servaient aussi et c'est pas mal apprécié. Et vous les êtes procurés facilement? Au début, pas facilement, mais maintenant on commence à en avoir. Il y a pas mal d'associations qui se sont mises à en faire grâce à des Ouais. et grâce à en général, c'est par des relations qu'on connaît, etc. Oui, c'est ça. Moi j'ai eu un lot en pharmacie, effectivement, mais Ouais. pour l'instant c'est timide. Il y a une deuxième chose qui a été bien appréciée, c'était les plexiglas. Oui, ça on a fait Les aussi. plexiglas, et ça sécurise aussi beaucoup les secrétaires. Elles sont très demandeuses là-dessus aussi. Très bien. Ça fait peut-être partie des choses qui vont rester au long terme, pourquoi pas. J'ai cru À voir le docteur Morel vouloir poser une question. Avec le micro. Je disais Allez-y. juste qu'il y avait aussi le site Covid 3D où c'est des gens autour de chez nous avec une imprimante 3D, je ne sais pas si vous connaissez, qui proposent en fait de faire. Donc moi, c'est quelqu'un du voisinage, j'ai demandé une visière et quelqu'un me l'a fait pour le lendemain. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. On trouve. Je crois qu'il y a des sites sur Internet maintenant aussi qui les proposent aussi. Mais ça commence à se diffuser. On en trouve de plus en plus facilement maintenant. Je vais regarder ça, merci. Ok. D'autres questions? Alors moi, je me demandais du coup, avec les histoires de bio-nettoyage, de patients espacés en salle d'attente, etc., combien d'IRM par heure, par exemple, vous arrivez à faire en étant bien rigoureux sur l'hygiène? Bonne question. La question est en train de se poser. On en parlait un petit peu. Je ne sais pas s'il y a vraiment des normes écrites là-dessus. Nous, on a l'impression on a vu qu'il y a quand même 5 à 10 minutes de temps où on laisse un petit peu le produit agir et après on les nettoie derrière. On a l'impression qu'en mammographie, les quelques-unes qu'on a fait pour l'instant que pour des pathologies, il semblerait que ce soit autour de 20 minutes à peu près. Et en échographie, on est en train de définir le temps aussi, ça devrait tourner autour de ça aussi, autour d'un quart d'heure à 20 minutes. Et pour le scanner, il semblerait, mais ça c'est vraiment notre expérience personnelle, que ce soit à peu près tous les quarts d'heure, à peu près, ça ferait à peu près 4 scans de l'heure en moyenne pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que les autres en pensent, mais ça paraît assez raisonnable. Ce qui peut aussi poser la question, vu la demande qui augmente, et en particulier pour le scanner, de l'utilité éventuellement d'être amené à ouvrir les plages horaires en contrepartie du temps nécessaire pour réaliser les examens, quoi. Okay. Oui, c'est vrai que ça paraît difficile d'aller au-delà du rythme d'un quart d'heure. Oui. C'est vrai. Alors, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit écrit nulle part.
Ça, c'est plutôt des retours d'expérience et des questions qu'on est en train de se poser en ce moment. Parce que là, on attaque maintenant justement une période où on commence à avoir une activité qui reprend un peu avec justement les patients à qui on avait demandé de rester en confinement et d'attendre un peu parce que c'était pas forcément urgent, mais qu'il va bien falloir prendre en charge aussi. Et on sent que là, on est dans une période où l'activité commence à repartir et c'est le genre de questions qu'on est en train de se poser. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon, merci. Bonjour, Catherine Vibolet de Bonjour. Grenoble. Oui. Vos structures en ville, vous les aviez gardées ouvertes en même temps que les structures des cabinets de clinique Chez nous, oui, parce que ce sont des structures très éloignées géographiquement, donc on pouvait sincèrement pas demander aux patients des petites villes d'aller sur les cliniques. Alors, donc, avec une activité très réduite, hein, c'est-à-dire que on pouvait être à une demi-journée par jour, voire 2 demi-journées tous les 3 jours, mais largement réduite par rapport à d'habitude, mais oui. Et vous avez une idée de quand vous allez recommencer à ouvrir quotidiennement toutes les structures? Là, on a toujours, à l'heure actuelle, on a une présence médicale quotidienne. Pas forcément matin et après-midi, mais quotidienne. Et c'est vrai que, comme disait Christian, on en parlait aussi en préambule quand on préparait la présentation, on note quand même depuis 7 à 10 jours, on note que les téléphones ressonnent. Oui. Et on note une augmentation à nouveau de la demande. Donc c'est vrai que là, d'ici, ça risque d'être fort d'actualité, notamment jusqu'au 11 mai. Ça va a priori se majorer d'ici là. Nous, dans notre groupe, on les avait tous fermés. Les cabinets de ville ont tous été fermés. On n'avait gardé que la clinique. Et on est en train, là, justement, de réouvrir progressivement les structures en ville. Voilà. Mais progressivement. Hein. Et surtout en respectant les normes. L'espacement. Toutes les normes qui ont été décrites par Fabien. Quoi. Ça, c'est vraiment essentiel. Et dans vos départements aussi, la mammographie de dépistage systématique a été suspendue? Ouais, alors on a du nouveau aujourd'hui. Ils vont rouvrir chez nous, en tout cas le 11 mai, pour traiter les dossiers en attente. A priori, pas pour le moment, pas pour envoyer des invitations aux patientes. Donc on attend plus d'infos sur la vraie reprise, entre guillemets, en tout cas en ce qui nous concerne, sur le retour des patientes pour les dépistages. Dans l'Isère, on a suspendu les invitations, mais il continue à avoir des deuxièmes lectures en petit comité, de manière étalée dans le temps pour ne pas se croiser. On rattrape les mammographies précédentes qui n'avaient pas été lues. Donc on continue à… Alors après, c'est une vraie question parce qu'effectivement, pendant un mois ou deux, ça pose pas trop de soucis, mais on ne peut pas non plus se permettre d'arrêter. On accumule du retard. 6 mois, et puis on ne peut pas se permettre d'arrêter 6 mois non plus. Ah non. Donc en ce moment, les réunions ont lieu. Justement, les centres de dépistage régionaux sont en ce moment en train de se réunir là-dessus pour qu'on attend une date officielle pour la date de reprise du dépistage. Et là, les centres, nous, sur Paris, ça rouvre aussi pour effectivement que le personnel déjà réintègre les structures et qu'ils puissent remettre en route une lecture pour les dossiers qui étaient restés en attente là, pour l'instant. Et bien sûr, on a continué à prendre en charge toutes les pathologies ACR3, ACR4, symptomatiques. Les symptômes. Donc vous, pour les patientes qui appellent, là, qui ont eu leur invitation avant, vous ne donnez pas rendez-vous pour le dépistage dès le 11 mai? Il n'y a pas de date officielle encore pour la reprise du dépistage. D'accord. On leur dit de rappeler début mai quand on en saura plus. C'est une bonne question. Quand il n'y a pas de symptômes. D'accord. Oui, quand il n'y a pas de symptômes. Oui, moi je m'attendais, mais sans avoir vraiment réfléchi à la question, à reprendre en fait, à réautoriser, je dirais, la venue des mammos de dépistage lors de l'arrêt du confinement, quoi, en me disant que moi, ce que j'avais compris, plus avancé probablement d'ici 1 ou 2 mois. C'est peut-être ce il qui me va se semblait que l'arrêt du confinement s'était soumis à caution selon l'évolution de l'épidémie, que ce serait quand même au niveau gouvernemental qu'ils allaient vraiment confirmer ou pas cette date. Enfin, c'est ce que j'avais compris. On attend la date officielle. Il faut que les autorités nous c'est pas encore. Arrêter le dépistage trop longtemps, c'est pareil. Voilà. C'est pas bon non plus. Je pense potentiel. Christophe Delessal, une petite intervention sur le dépistage. De toute façon, tous les CRCDC sont fermés. Elles ont toutes reçu plus ou moins une injonction de réouvrir à partir du 11 mai.
Ça pose un certain nombre de problèmes de réorganisation administrative des centres de gestion, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Chaque région risque en plus d'être déconfinée de manière un petit peu sélective, donc c'est absolument pas sûr que chaque centre réouvre au 11 mai. En plus, la première chose qui va être faite après l'administratif, la relance des centres eux-mêmes, ça va être d'épurer effectivement les secondes lectures qui n'ont pas pu être, enfin les premières lectures qui n'ont pas pu être étudiées et qui sont encore en stand-by. Donc ça ne va pas redémarrer du jour au lendemain. S'il n'y a plus de questions sur le dépistage, j'ai une question à poser à Fabien. Nous, oui. on a fermé temporairement là, le mardi, là, le mardi 16 mars, là, parce qu'il y a eu un vent de panique alimenté notamment par le comportement des patients qui ne respectaient absolument pas les consignes de distanciation et qui a fait extrêmement peur au personnel. Donc, le temps de, effectivement, d'avoir les moyens de protection adéquats, on a fermé. Et c'était très bien comme ça. Par contre, là, on a réouvert. Je voulais savoir, on a quand même une injonction parce qu'on estimait que ce qu'on pouvait différer un mois pour le suivi de pathologie chronique, on ne pouvait pas le faire 2 mois, donc on a réouvert de manière partielle puisque la demande a chuté quand même de plus de 80%. On a quand même une injonction à prendre en priorité les pathologies chroniques. Bien sûr, la cancérose, on a continué à le faire sur l'imagerie lourde. Je voulais savoir si toi, Fabien, vous avez continué dans vos sites ouverts à tout prendre ou alors à privilégier les choses urgentes ou semi-urgentes. Non, comme je l'ai signalé, on a donné un cahier des charges très précis avec ce qu'il fallait prendre et ne pas prendre. D'accord. Vous y êtes tenu donc avec une liste, par exemple, de ce que vous faisiez en échographie, en radio. C'est ça. Alors, sachant que c'est pas facile, hein, parce que c'est quand même une secrétaire qui prend la. Donc, effectivement, elle posait des questions peut-être un peu parfois prises pour indiscrètes ou des questions un petit peu plus précises que d'habitude. Mais oui. Et puis, on a quand même eu pas mal d'exemples qui nous ont montré que c'était particulièrement casse-figure parfois. Hein. Des choses qu'on aurait peut-être pu refuser et que finalement on a bien fait de faire. C'est compliqué. Hein. Et réciproquement, des radiothorax où manifestement il aurait mieux fait d'être orienté vers un centre Covid. Ouais. Ça au début surtout. Il y a eu quand même un petit délai. Hein. Je ne vous cache pas que du jour au lendemain, tout ne s'est pas fait comme je l'ai dit du jour au lendemain, mais oui, on a tous fait des radiographies thoraciques pour des patients qui, 2 jours après ou 3 jours après, s'étaient avérés des Covid. Hein. Ok. Est-ce que vous avez maintenu une activité de radiologie interventionnelle de type cabinet, infiltration, etc. Alors c'est pareil, c'est aussi sujet à débat. Il faut quand même savoir que les anti-inflammatoires, les patients prennent plus d'anti-inflammatoires puisque voilà, les patients ont beaucoup de mal à avoir des kinés aussi. Donc on pèse le pour et le contre, selon le dossier, voilà, au cas par cas. La CIMS, elle a clairement dit en gros qu'il ne fallait plus les faire, quoi. Ça nous complique les choses. Hein. Ouais, nous aussi, hein, on a arrêté les infiltrations aussi. Hein, et a priori, pareil, nos collègues spécialistes osteoarticulaires qui s'étaient renseignés nous avaient donné les indications. Pour l'instant, semble-t-il qu'il fallait arrêter les infiltrations. Mais c'est pareil, ça dure 1 an, on ne va pas arrêter 1 an les infiltrations. Donc, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais c'est vrai que ça pose le problème souvent, quand on en débattait entre nous, d'essayer de voir un petit peu quelles étaient aussi les différentes recommandations qui sont sorties, des fois qui sortaient un petit peu avec un certain délai des différentes sociétés savantes. Quoi, ça va être le retour des infiltrations par les rhumatos à l'aveugle. Et parfois aussi des recommandations qui n'allaient pas dans le même sens. Hein. Ouais. Oui. Selon la société, vous pouvez avoir la société de rhumato qui sort un truc, la société de radio qui sort pas la même chose. Vous pouvez avoir, je sais pas, dans le bilan d'extension du cancer du sein, vous avez conseillé de faire des IRM, alors que la CIMS va conseiller de faire des IRM. Donc, oui, mais comme on n'est pas dans la pathologie d'urgence et que quand même il y a un flux un peu spécifique. En général, les IRM sont dans des cliniques. Nous, on a reçu une injonction de notre directeur de clinique comme quoi il était hors de question de recevoir des patients hors Covid, y compris en IRM. Donc, on a maintenu que l'activité cancéro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les genoux, les chevilles… Après, il y a eu un temps très important. C'est vrai que pour les secrétaires, ça n'a pas été facile. Et très souvent, le radiologue présent à la clinique passait aussi, l'un d'entre nous passait pas mal de temps
à répondre lui-même au téléphone, que ce soit les correspondants ou les patients, pour aider à faire un tri qui n'était pas toujours évident et qui obligeait parfois à rester un petit peu de temps en ligne pour expliquer, rassurer les patients, etc. J'ai une question sur l'échographie. Bon, il y a les recommandations SFR en fait de la SIAD. Ça peut paraître un peu incongru ma question, mais j'ai rien vu sur les endocavitaires parce que les fluides sont censés transmettre également le virus puisqu'on dit qu'il ne faut pas toucher les yeux, les larmes. J'ai rien vu sur l'échographie endocavitaire. Est-ce que quelqu'un a une info? J'ai interrogé Philippe Coquel à ce sujet-là, j'ai pas de retour. Enfin, pas de retour dans ce sens-là, donc je pense qu'apparemment c'est un grand flou. Quelqu'un a eu un retour là-dessus? On s'est posé les mêmes questions. Nous, on a beaucoup arrêté l'échographie, on a beaucoup substitué avec le scanner, à part la pédie, les fluides, etc. Et là, on est seulement en train de reprendre une activité d'écho un peu plus soutenue. Mais c'est vrai que sur certaines indications, enfin, moi personnellement, là, j'ai repris une activité d'écho et j'ai fait quelques endocavitaires parce qu'elles étaient justifiées, mais en prenant les précautions voilà, qui ont été décrites. Je ne sais pas si on prend plus de risques dans la mesure où effectivement on se protège pour chaque patient. Là, vous parlez des précautions pour des gens qui sont manifestement malades ou pour le public? Le tout venant. Bah oui. Bon, il faut avoir en tête aussi que non seulement c'est une protection pour soi-même, mais il faut aussi avoir en tête, et en échographie comme en mammo ou autre, des précautions qu'on prend pour aussi éviter la contamination potentielle d'un patient lorsqu'on passe d'un patient à l'autre. Donc, ce qui oblige... Ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Enfin, on fait quand même à chaque fois le nettoyage des sondes. C'est ça. Même en temps normal, sans épidémie. Ouais. Voilà, j'ai vu une question passer là, sur les questions écrites. Là. Oui. Bonjour, pour la désinfection des salles d'écho. Dr Cohen. Et c'est systématique après chaque patient, même sans symptômes? Je crois que oui, effectivement. Ah, oui. Clairement. Oui. C'est 365 jours sur. Ouais. Le docteur Hervé Cohen, c'est l'auteur de la question. Est-ce que c'est moi, je suis en ligne là. Moi, j'ai une activité très particulière dans mon groupe. Je fais quelque chose dont vous ne parlez pas parce que vous n'en faites plus, c'est les échographies obstétricales. Donc ça, c'est des examens a priori, mais obligatoires malheureusement. Et effectivement, la question de nettoyer l'écran, les claviers, les sondes, ça c'était toujours le cas évidemment. Mais les câbles et voir l'appareil d'écho après chaque patient, c'est juste impossible. C'est voilà. Complet, oui. Alors nous, d'expérience, on a continué les échos obstétricales avec ceux qui en font toujours. On a la chance d'avoir une aide aussi, une aide qui travaillait plus particulièrement avec celui qui fait les échos obstétricales. Et elle, donc c'est un plus quand même. Et elle renettoyait tout entre chaque patient. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il va falloir que je fasse. C'est-à-dire que là, mon personnel est en chômage partiel. Je vais les reprendre en quasi plein temps. Puis je vais en mettre une qui va entrer dans la salle d'écho après moi, pendant que je fais mon compte rendu, pour tout renettoyer après chaque patient. Voilà. Alors, ce qu'on a fait pour ça, c'est au niveau des messages. En fait, on a commencé à faire ça et on a une DRH qui nous aide pour ça et qui nous a conseillé, et c'est ce qu'elle fait en termes de communication, en expliquant qu'il ne s'agit pas de faire le ménage, mais qu'il s'agit d'un geste d'hygiène, un geste médical d'hygiène auquel peuvent participer effectivement les manipulateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est que comme les examens sont espacés, plus espacés que d'habitude, on utilise 2 échographes et on alterne. Ça permet de faire du bio-nettoyage entre deux et que c'est le temps d'action des virucides qu'on utilise. Donc, on alterne sur 2 échographes. Quand on a 2 appareils, ça c'est l'idéal. Quand on a 2 scanners, comme pour les 2 machines, quand on peut travailler sur 2 machines, ça c'est l'idéal. Ok. Très bien. Donc, on a couvert pas mal d'aspects. Y a-t-il d'autres questions, d'autres participants qui souhaiteraient prendre la parole? Vous branchez votre micro et vous posez votre question, tout simplement. Bon. Très bien. Bon, dans ce cas, je pense qu'on va s'acheminer tranquillement vers la fin du webinaire. Bien. Bon, merci à tous pour votre participation. Sur la délivrance des masques, n'hésitez pas à y aller toutes les semaines. Moi, j'en ai toutes les semaines, les masques. Et maintenant que les manipulateurs y ont accès, on s'est bien battu au niveau de la FNMR pour en avoir. On s'est battu dans les ARS, on s'est battu dans tous les syndicats horizontaux. Maintenant, on les a. Donc, allez-y, toutes les semaines, 18, il y a de quoi couvrir un petit peu quand même.
Un petit truc, tiens, parfois en sollicitant les mairies, on a ouvert cette semaine un centre dans une ville. J'ai appelé la mairie et c'est le seul cabinet de la ville. Il faut savoir que les mairies aussi, grâce au département et grâce aux régions, ont des dotations et c'est aussi un des moyens. Il faut aussi utiliser tous les moyens possibles. Un des moyens pour lesquels on peut aussi obtenir parfois un certain nombre de masques en complément. Très bien, merci. Voilà. Bien. Je crois qu'on va peut-être clore cette présentation. Merci encore à Fabien. Et puis merci à tous pour votre présentation, pour votre participation. J'espère qu'elle nous sera utile à tous, mais je pense. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci. Merci Christian. J'apporte juste une dernière précision. Donc, ce webinaire sera visible en replay sur le site web de Forcomed. Voilà. Merci à tous et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.